Oh, Jean-Claude. C'est aussi ce que je leur montrais. C'est-à-dire que si l'enseignant ne met pas de règles que l'enfant peut tester pour voir, enfin l'enfant ou le jeune, et l'adolescent peut tester pour voir jusqu'où ça va, il peut difficilement construire son autonomie, cet enfant, ce jeune, puisque tout semble permis. Alors que si on sait quand on franchit les règles et les conséquences qui existent ou qui n'existent pas, etc., dans ce cas-là, on peut se construire en personne autonome, parce qu'on y va franchement. Voilà. Ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est sur l'attachement. Alors sur l'attachement, j'ai aussi une question, parce que, voilà, en préparant un peu aussi cette rencontre, on a écouté les gens. Il y a aussi, et en fait, je me dis que finalement, ce que vous proposez sur la résidence alternée en premier choix, est-ce que c'est aussi une solution Là, il y a beaucoup de mères seules, du coup, qui se battent parce que la pension de... Comment ça s'appelle oui, enfin, l'éducation, bon, ça, bref, contribution voilà, à l'éducation, n'est pas versée. Ça, c'est faux. Hein. C'est pas parce qu'il y a une résidence alternée qu'il n'y a plus cette participation. Non, parce que le juge a dit qu'il y avait tant à verser que le père ne le fait pas. Voilà. Et donc, ça, on a étudié ça. Oui. Parce que, justement, parmi les experts du Conseil économique, social et environnemental, il y a des gens qui, à la CAF, sont chargés de ce recouvrement. Voilà, c'est ça. De quoi on s'aperçoit ? On s'aperçoit que c'est des cas lourds. Il y en a, apparemment, d'après l'INED, l'Institut national des études démographiques, il y a 82% des contributions qui sont versées régulièrement. Donc il resterait 18%. Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Mais, encore une fois, si on fait une politique globale, on ne peut pas se fixer uniquement sur ces 18%-là. Il faut voir qu'il y a dans 82% des cas, ça se passe bien, et c'est dramatique pour les 18%. Non, mais donc alors, ça veut dire que ces gens-là, la CAF explique que dans ces 18%, on a des cas extrêmement lourds. Le père n'a pas de revenus. Le père est parti à l'étranger parce que s'il n'était pas d'ici, le père n'a pas connu ses enfants, etc. Donc c'est des cas extrêmes dont il faut tenir compte. Et manifestement, on voyait dans l'interview de cette responsable nationale de la CAF que bien souvent ils étaient insolvables, ces gens-là. Donc c'est normal que l'État mette en place une caisse de garantie du versement de cette pension. De mon point de vue, mais en cas de garde alternée, il n'est plus question de pension, du coup. Alors, il peut y avoir une contribution s'il y a un écart de revenus important entre les deux, de manière à ce que les enfants vivent dans une situation à peu près égale. On n'est plus dans la situation idéale, au départ, parce que c'était idiot. Mais maintenant, qu'ils puissent vivre dans des conditions, je ne sais plus, il y a un terme. Mais alors, il faut arrêter de dire la pension alimentaire. C'est une contribution. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en cas de résidence alternée, il n'y a plus de contribution d'un des parents pour aider l'éducation chez l'autre parent. C'est faux. C'est absolument pas lié. Voilà. C'est pas lié. C'est un très grand écart. Pas forcément très grand. C'est le juge qui en décide. Il y a des inégalités énormes dans cette contribution. Ça serait un autre chapitre. Les inégalités à revenus égaux, il y a des pères qui payent rien, d'autres qui payent énormément. Enfin, mais on a du mal à avoir, là encore, en France, ailleurs, je ne sais pas, j'ai jamais rien lu là-dessus, mais en France, on a du mal à avoir les chiffres sur cette contribution. On a l'ordre d'idées, toujours dans un des articles qu'on a cité tout à l'heure, on a l'ordre d'idées et on a une moyenne, je crois que c'est de 150 € par enfant. Il me semble que c'est ça, c'est à vérifier ce chiffre. Voilà, de moyenne de contribution. Je ne suis pas sur moi, sur les 150. C'est un chiffre de trouver. Oui, c'est un chiffre de trouver dans un petit article. Bon, alors, l'attachement primaire à la maman. Parlons-en. Je peux dire très brièvement du vote. L'attachement primaire à la maman, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 50, quand ça a arrangé tout le monde. 70 théorisé par Bowlby. Mais voilà, dans ces années-là, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, il faut mettre plein de guillemets autour, mais bon, il faut acheter la machine à laver,
etc., etc. Donc la maman est au foyer, elle profite de tous ces aspirateurs, machines à laver, etc. Elle s'occupe des gamins, elle leur fait des bons gâteaux grâce à la cuisinière Termor, et au Moulinex. Voilà. Et le papa, il va au travail. Et ça tombe bien, il se trouve que l'enfant, il s'attache à la mère et qu'il a besoin de l'attachement à la mère. Comment voulez-vous vivre autrement, messieurs, dames? Alors là, donc, il y a un livre d'une psychologue australienne que j'ai commenté, que nous avons commenté cet été dans le blog, qui se dit féministe et qui attaque ça. Elle dit, mais ces différences entre les hommes et les femmes, notamment dans l'attachement, mais toutes les autres différences aussi, qu'est-ce que c'est? C'est pour vous faire travailler plus. Mais Monsieur... Qui défend encore cette hypothèse? Ah bah, beaucoup de mères. Beaucoup de mères, beaucoup de juges. Allons au niveau... Beaucoup de juges. Voilà, je termine simplement au niveau général, comme ça, puis après tu prendras le niveau psy, mais elle dit, mais c'est pour dire, monsieur, vous êtes à votre bureau, vous devenez tout blanc, vous n'êtes pas en forme, mais vous allez voir, c'est contre-intuitif, mais il y a plein de femmes qui vont aimer ça. Et puis, madame... Ah, mais il raconte le livre. Oui, madame, vous êtes en train de faire des études d'ingénieur? Non, mais écoutez, soyez sérieuse, regardez les cheveux que vous avez, ça ressemble à quoi? Allez donc chez le coiffeur, occupez-vous d'être jolie, vous aurez un beau mari, de beaux revenus, chacun votre voiture, lui il aura la grosse voiture qui crisse au démarrage, et vous aurez la belle voiture avec un beau coffre bien pratique pour aller faire les courses au supermarché, et vous serez heureux. Et c'est ça, ces mythes-là, que ce soit l'attachement primaire ou la différence homme-femme, c'est de grands mythes pour faire travailler, engraisser les riches qui vont ruisseler après sur les plus pauvres. Il est prêt à faire une campagne. Il est prêt. Il est prêt à faire une campagne, oui. Parce que ça s'inscrit, ce dont on parle aujourd'hui, ça s'inscrit là-dedans, contre ce mouvement-là aussi. Alors, simplement, l'attachement primaire, donc comme Michel le dit au départ, ça a été étudié à l'époque où c'était les mamans qui s'occupaient des enfants. Donc effectivement, on a mis en place des outils pour évaluer l'attachement et on a mis en place des outils pour étudier l'attachement de la sécurité. Et effectivement, quand le gamin il tombait, il allait vite voir sa maman et quand on a fait la lampe qu'on a vue cet été à Boston, lui-même la première expérience qu'il a fait, effectivement, s'il y avait papa et maman dans la salle et que le gamin il tombait, il allait plus voir maman que papa. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs formes, il y avait d'abord plusieurs figures d'attachement, que des femmes, il y avait maman et nounou, quand il y avait des nounous. Donc déjà ça commençait à fissurer un peu cette théorie d'un attachement prioritaire hiérarchique, avec maman, puis après éventuellement d'autres figures. Donc il y avait plusieurs attachements possibles, et puis figures d'attachement. Et puis on s'est aperçu aussi qu'il y avait plusieurs natures d'attachement, c'est-à-dire et qui peuvent être portées par la mère ou le père. Mais plus souvent, la mère portera statistiquement l'attachement de sécurité et le père l'attachement d'explorateur. Voilà. C'est-à-dire que le père, il va pousser le gamin, et on voit, moi je m'amuse quand je vois je pense que c'est certainement culturel, mais n'empêche que c'est encore comme ça, où les pères, ils vont plus se donner le petit coup comme ça pour que le gamin, il monte sur son vélo et qu'il parte, et puis que la mère va courir derrière, plus inquiète. Mais en même temps que je le dis, je pense que c'est en train de changer, cette affaire-là. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours aussi vrai si je retournais dans les parcs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a Le Camus, qui est un chercheur, un vieux monsieur maintenant, toulousain, qui a fait beaucoup de travaux sur justement la paternité. Et puis on a, comment elle s'appelle, Minkowski ou K, à Paris, qui a fait ce travail sur l'attachement. Et on montre maintenant qu'il y a des théories différentes, ou Lamb en Angleterre, il y a des théories, comme Freud, il y a eu un moment Freud, puis après il y a eu des post-freudiens, puis des machins comme ça évolue. Donc il y a l'attachement primaire hiérarchique, avec éventuellement un peu de place pour le père et la nounou, il y a complémentaire, et puis il y a maintenant des figures d'attachement qui sont équivalentes en importance pour l'enfant, mais qui peuvent être de nature différente, mais portées par l'un ou l'autre. Voilà. Donc aujourd'hui, les dernières théories de l'attachement, elles mettent complètement par terre cet attachement primaire à la mère. Pourquoi les mères tiennent tant à ça?
Ben moi, je vois beaucoup de mères qui disent, et je les comprends,